Laurent Foiry, donc de Spring Invest, fonds d'accélération spécialisé dans le retail. Donc innovation et retail vers la fin de la junk tech. Ah, très honnêtement, je connaissais tous les termes possibles, de la French tech à la blue tech. Mais alors la junk food adaptée à la tech et la junk tech, tu vas nous expliquer ça. Merci beaucoup. Oui, c'est un terme un peu provocateur parce qu'en fait, on sort d'une période où c'est très à la mode de mettre tech à côté d'un secteur traditionnel. Ça fait jeune, ça fait digital, ça fait transformation. Dans jeune tech, en fait, on pourrait le traduire en français par la fausse bonne idée. Donc, c'est un petit peu l'angle que je vais vous présenter. Je ne suis pas retailer, je ne suis pas start-up, je ne suis pas consultant. Je fais un autre métier. C'est par ce prisme-là, en fait, que je vais vous décrire un petit peu la façon dont on voit le marché, de la transformation du secteur de la distribution et la façon dont il a évolué les 2-3 dernières années. Et puis je terminerai en fait mon propos par quelques conseils, avis, best practice pour ou les retailers ou les startups qui travaillent dans cet environnement et vous donner un petit peu notre point de vue à nous en tant qu'investisseurs parce que c'est notre métier. Donc juste en 2 mots, en fait, Spring est un fonds d'investissement que j'ai cofondé qui est spécialisé en fait dans le financement des entreprises innovantes qui contribuent à la transformation digitale du secteur de la distribution. Donc, qu'est-ce qu'on sous-entend par la transformation digitale du secteur de la distribution? C'est 2 catégories. Ce sont à la fois ce que nous avons appelé les disrupteurs. Ce sont en fait toutes les entreprises B2C qui sont des nouveaux modèles de distribution. Je vous montrerai quelques exemples par la suite. Et puis les enablers. Les enablers sont en fait toutes les entreprises dont vous avez notamment les logos sur le totem et que vous avez dans les différentes pièces à côté. Ce sont tous les fournisseurs de solutions qui aident les retailers ou les e-commerçants finalement dans leur transformation. Donc ça va aller de l'acquisition de trafic en point de vente ou sur un site web, la gestion de la relation client, les outils de social marketing, les outils de gestion du point de vente. On a parlé beaucoup d'Octave sur la présentation précédente qui est finalement dans cet environnement-là, l'ERP un peu omnicanal, et ça va jusqu'au paiement et à la logistique. C'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Finalement, quand Alain m'a demandé d'intervenir, c'était pour vous donner peut-être un regard qui est un petit peu différent, peut-être moins consensuel que ce qu'on peut entendre par moment. Et je voulais zoomer sur ce secteur en fait de l'innovation dans le secteur de la distribution. Qu'est-ce que c'est que ce marché de la retail tech? C'est comme ça qu'on l'appelle finalement. Donc on retrouve le mot tech associé à un secteur plus traditionnel. C'est en gros beaucoup de buzzwords. Vous allez en reconnaître qui sont plus ou moins récents. Parmi les derniers qu'on peut voir entre les voice assistants, la blockchain, le machine learning qui vont révolutionner le monde, qui vont tous nous disrupter, on va tous disparaître. Quand on gratte un petit peu derrière, c'est un marché qui est quand même touffu, rempli de mots-clés et souvent un peu parasité en fait, parce que j'imagine que vous, s'il y a des retailers dans la salle, vous êtes habitués à être sollicités, si ce n'est sursollicités, par des demandes en permanence de startups qui vont vous expliquer comment faire votre métier, même si vous y êtes depuis 10, 15 ou 30 ans. La retail tech pour nous, c'est quoi? C'est quelque chose d'un tout petit peu plus structuré. On retrouve le code couleur que je vous présentais tout à l'heure. En bleu, ce qu'on a appelé nous les disrupteurs, les nouveaux modèles de distribution, donc les marketplaces, les plateformes, et puis tous ces nouveaux modèles en fait de commerce ou d'e-commerce qui sont souvent des modèles hybrides ou des modèles très verticalisés. On pourra en parler après cette présentation, c'est pas l'objet de cette intervention. Et puis en rouge, ce qu'on appelle nous les enablers dont on a parlé très rapidement, donc qui sont tous ces nouveaux acteurs qui viennent grignoter finalement des parts de marché, peut-être à des éditeurs de logiciels plus historiques, mais en tout cas qui viennent apporter de la valeur aux retailers. Et le petit chiffre que vous avez dans chacune des cases, en fait, c'est le nombre de sociétés qu'on a identifiées sur le marché français. Donc vous voyez, c'est un marché qui est relativement profond. Le graphe n'étant pas à jour, c'est aujourd'hui un peu plus de 1200, 1300 sociétés qui sont sur ce secteur. Et même si ce marché est profond, il est actif, il y a un mais. Le mais et la réalité de marché qu'on vit depuis à peu près 2 ans, c'est qu'on est dans un marché qui est relativement cosmétique, vous devez le vivre un petit peu tous les jours, où il y a quand même un excès de communication, ou en tout cas beaucoup d'entreprises qui ne se font beaucoup plus belles qu'elles ne le sont. Donc sur les 1200 entreprises, je ne serais pas capable de vous donner des stats aujourd'hui, parce qu'on ne les a pas toutes complètement décomposées, mais on a un nombre quand même non négligeable de sociétés qui se font plus belles qu'elles ne le sont. Souvent des sociétés qui communiquent sur des métriques qui sont ultra ambitieuses, donc qui font perdre du temps finalement ou aux retailers ou à des gens
comme nous. Des références clients pléthoriques, c'est la chasse au logo, c'est ce que j'appelle. C'est plus il y a de logo, plus c'est suspicieux. Ou en tout cas, en général, le logo est inversement proportionnel à la maturité de la société, donc c'est toujours un petit peu méfiance là-dessus. Une offre surdimensionnée, c'est typiquement une jeune société qui répond à tous vos problèmes et à tous vos besoins. Et enfin, un stade d'avancement qui est, j'allais dire volontariste, en tout cas quelqu'un qui se revendique malgré sa jeunesse, parfois très avancé dans son stade de développement. Donc une réalité de marché, finalement, quand on gratte un petit peu au-delà de la communication, on a un marché profond, on a beaucoup d'entreprises. La réalité, c'est qu'on en a beaucoup qui sont encore à des stades de maturité relativement jeunes. Les tendances, ça, ce sont des chiffres aux États-Unis. Donc c'est pour ça que les chiffres sont relativement importants, ou en tout cas plus gros que ceux que je vous présentais. C'est le nombre d'entreprises créées dans le domaine du retail tech depuis 2012. J'ai volontairement retiré 2017 parce que les chiffres n'étaient pas complets et ça introduisait un biais. Mais vous voyez que la tendance, en tout cas, est plutôt à la diminution. Donc c'est le nombre de créations nouvelles chaque année, c'est pas le stock. C'est vraiment le nombre de créations nouvelles. Et puis vous avez en miroir les montants investis dans ces entreprises innovantes, où là aussi vous retrouvez pas une gaussienne qui est parfaite, mais en tout cas pas très loin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un marché qui est en déclin ou en décroissance, absolument pas. Ça se traduit pas comme ça dans le secteur de l'innovation des startups. Ça se traduit, c'est un secteur qui arrive plutôt sous une forme de maturité. Pas la maturité en tant que telle, mais sous une forme de maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui, certaines vont disparaître, et notamment ce que moi j'appelle la junk tech, ou alors les fausses bonnes idées, sont en train de disparaître aujourd'hui, donc font de la place à des acteurs qui sont plus robustes, plus établis, et qui viennent vraiment apporter de la valeur aux retailers sur ce marché. Les conséquences, en tout cas, de ce phénomène ou de la maturation de ce marché, c'est les cycles de vente concernant les startups ou les cycles décisionnaires au sein des retailers, on l'a bien vu ces derniers temps, sont quand même largement allongés. On pourra en discuter, mais il y a aussi des facteurs qui expliquent tout ça. Il y a une prime à la transparence. Beaucoup de gens ont perdu du temps avec des sociétés qui leur ont vendu la lune et la réalité était tout autre lorsqu'il fallait rentrer dans des phases de pas nécessairement de déploiement, mais en tout cas de preuve de concept. Les références clients sont systématiquement requises. Donc j'allais juste prendre l'exemple de l'intervention juste avant, qui finalement est un retour d'expérience avec une Octave n'avait pas besoin de parler. C'est son client qui a parlé pour lui et qui a très bien décrit, en tout cas, la valeur ajoutée que ça lui a apporté. Je ne suis pas du tout actionnaire d'Octave, donc j'en fais pas la pub pour autant. Mais en tout cas, l'exercice était relativement parlant. Et puis aujourd'hui, bon, ça c'est un peu le terme tarte à la crème, le ROI ou le retour sur investissement, c'est toujours le sujet dont on parle, mais aujourd'hui, ce n'est pas un outil de communication, c'est un outil commercial et un outil de vente. Une société qui viendrait vous voir, vous, retailer, en vous proposant une solution qui va coûter 19, 39, 49 euros par mois, point, ça n'a pas beaucoup de sens. Si ça ne vous apporte pas de valeur, si on ne connaît pas les montants d'investissement au lancement ou dans la phase de déploiement, ce sera compliqué derrière. Je vais zoomer maintenant sur mon métier d'investisseur. En tout cas, vous montrer nous, notre métier, et c'est par cette grille ou notre façon d'investir ou de sélectionner les sociétés que ça peut vous donner des clés, ou en tout cas la façon de filtrer ou d'analyser ou de faire le ménage quelque part dans les sociétés qui viennent vous voir. Le métier d'investisseur, c'est assez simple. C'est d'avoir l'entonnoir le plus large possible et de capter le maximum de sociétés innovantes sur ce marché. D'où les logiques de mapping, et puis de rayonner, de se faire connaître et de capter l'ensemble des innovations qui démarrent d'un côté ou qui sont un peu plus matures de l'autre. En général, les chiffres, on essaie de se rapprocher de l'ordre de 2000 sociétés par an. Donc vous comprenez qu'on va au-delà de nos frontières pour faire ce métier-là, pour identifier les meilleures entreprises innovantes. Ensuite, en général, on va en rencontrer entre 10 et 15%, c'est-à-dire que c'est les dirigeants qu'on va rencontrer, on va leur faire passer des entretiens qui sont assez poussés. Et quand je dis des entretiens, ça va être à tous les niveaux. Ça va être au niveau management, au niveau marketing, au niveau financier, au niveau humain. Et je dissocie de management parce que c'est pas tout à fait la même chose, au niveau opérationnel, au niveau tech, au niveau développement. Donc c'est vraiment une vue globale à 360 de la société. Et puis sur ces 10 à 15% de sociétés, on va encore en écrémer. On va en regarder vraiment sérieusement et on va creuser sur ces sociétés, sur une petite trentaine derrière, pour au final investir dans 1, 2, 3, allez, 4 sociétés dans les bonnes années à la fin de la journée. Donc vous voyez que le TAMI permet de filtrer de manière assez massive les sociétés, mais pour faire ça, on a des critères en tout cas d'analyse qui peuvent vous servir, vous, en tant que retailer, et comment éviter finalement la fausse bonne idée qui est quand même l'objet de cette présentation. On regarde deux choses finalement quand on regarde une société, c'est d'un côté les fondamentaux de marché, de l'autre côté les sujets opérationnels. Les fondamentaux de marché, je ne vais pas vous apprendre votre métier et votre secteur d'activité, vous le connaissez par cœur. Nous, peut-être une particularité, on est un fonds sectoriel, vous l'avez compris, on investit exclusivement dans le secteur de la distribution. Et
du fait qu'on investit dans le secteur de la distribution, on a des partenariats, notamment avec une quarantaine de retailers physiques, donc ça va de la GSA à la GSS, qui sont des acteurs sur lesquels on s'appuie en général très en amont, pour justement valider la fausse bonne idée. On a besoin de comprendre les besoins des retailers pour savoir si ça vaut le coup de financer une société. Alors il faut filtrer aussi dans certains cas, parce que l'innovation par définition, si elle n'est pas déployée ou installée, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de marché. Mais c'est important de pouvoir s'appuyer, d'avoir clairement identifié. J'ai mis un besoin parce que c'est poli. La réalité, ma question, c'est toujours quelle douleur ou à quelle douleur vous répondez chez votre client quand je rencontre des entreprises. Le marché doit être évidemment solvable, en tout cas d'une taille suffisante pour pouvoir permettre à une société de se développer. Et c'est important quand vous êtes retailer de travailler avec une jeune start-up, c'est d'avoir une société qui va être pérenne dans le temps. Vous n'avez pas envie qu'elle disparaisse au bout de 3 mois ou 6 mois. Une concurrence faible, ça c'est nos critères qui nous sont propres, et puis des trends de croissance, on veut des sociétés qui sont en phase de développement actif. Elles sont la plupart du temps, dans 95% des cas, non profitables, mais c'est notre métier de les financer. En tout cas, de financer ces pertes associées à la croissance, non pas des pertes liées à des sous-efficiences de développement. Et donc l'objectif de tout ça, c'est d'éliminer les fausses bonnes idées. Sur l'aspect opérationnel qui finalement va vous rejoindre, on va retrouver les volets que je vous citais, notamment le volet RH, on a besoin d'un patron. C'est pas parce qu'on est sur une start-up que ça doit être une bande de copains en jean basket qui sortent d'école et qui vont révolutionner la planète. On a besoin d'un chef, c'est comme ça. Un chef, c'est pas un tyran, c'est quelqu'un qui organise, qui a une vision, qui va motiver les gens et qui va mettre tout le monde dans la barque et qui va les faire pagayer, lui aussi, pour aller sur un objectif. Et ça, c'est hyper important. Une société qui n'a pas de patron, ça ne marche pas. Et je n'ai aucun exemple de société avec plusieurs patrons. Les compétences clés sont nécessairement internalisées et typiquement, toutes les entreprises, notamment tech avec lesquelles vous pouvez être amené à travailler, il y a une question que vous devez systématiquement poser, c'est est-ce que le développement technique est internalisé à la société avec laquelle vous allez travailler? Si ce n'est pas le cas, c'est fini. Ce n'est pas la peine d'y aller, vous ne pourrez pas bosser sérieusement, ce ne sera pas pérenne dans le temps. Il faut démêler le vrai du faux. Ça, c'est un autre sujet. Une équipe stable et motivée, ça c'est évident. Et puis intéressée aux résultats de l'entreprise, c'est sur des sujets, ça se sent quand on va dans une entreprise, on sait si l'ambiance est plutôt bonne ou pas. Au niveau commercial, c'est plutôt notre sujet, parce qu'en général, c'est vous qui êtes plutôt du côté client. Mais globalement, c'est des tests de cohérence en fait qu'on fait. C'est une société qui a identifié une douleur ou un besoin, qui a déjà des références clients, on a besoin de valider ce que c'est vrai. Est-ce qu'elle sait à qui elle vend? Souvent, l'utilisateur n'est pas le payeur, n'est pas le décideur. On a besoin de comprendre le cycle de vente, on a besoin de comprendre comment c'est organisé. Donc, on a besoin un petit peu de détricoter l'ensemble des process commerciaux. Ça nous permet de valider la réalité du terrain. Et puis, ça nous permet aussi parfois d'accompagner sur des retailers qu'on connaît, parce que ça prend du temps. Et du point de vue opérationnel, c'est là aussi test de cohérence. C'est de voir la réalité du marché, du terrain, comment ces acteurs se sont développés, comment ils déploient, et notamment la question qui est importante quand vous êtes un retailer et que vous devez signer avec une start-up, c'est quelles sont les ressources que vous allez devoir mobiliser, alors financières, mais aussi ressources humaines, et ça, il ne faut vraiment pas le sous-estimer, les ressources humaines que vous allez avoir en interne, qui vont devoir être mobilisées pour piloter ces projets. C'est de la solution SaaS qui se déploie en 3 clics, qui est magique, qui va venir s'interfacer avec tous vos systèmes d'information, tous vos outils existants avec des simples API. Ça, c'est sur le papier. Ça marche jamais comme ça. Les solutions ouvertes qui se connectent, oui, dans les faits, c'est beaucoup plus ouvert que ça ne l'était avant, mais il y a besoin quand même de mettre les mains dans le cambouis. Et ça prend du temps, un projet IT. Et puis en fait, le juge de paix, ce sont les chiffres. Les chiffres, il n'y a que ça, de toute façon, qui permet de valider finalement la véracité ou la réalité de l'existant. Donc c'est quelques éléments d'indicateurs, ça va des éléments de chiffre d'affaires qui prouvent qu'il y a vraiment des clients qui payent, donc ça veut dire qu'ils sont contents d'utiliser la solution, des taux de repeat élevés, ou un NPS, donc le Net Promoting Factor, j'ai bien NPS, qui en tout cas mesure la satisfaction client, qui sont des éléments effectivement importants, qui sont variables en fonction des sociétés. Ça ne veut pas dire qu'une jeune société qui démarre, qui a peu de références clients et qui est encore assez fragile, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec. Ça dépend de l'ampleur et de l'ampleur de votre projet, de la vision que vous avez. C'est finalement ce que je vais résumer sur les 2 slides qui suivent, qui sont finalement du bon sens, comme vous l'avez compris. On ne fait pas de toute façon de la physique quantique, c'est souvent ce que je dis. On reste quand même sur du business très traditionnel. On touche à de l'innovation, mais ce n'est pas parce que c'est de l'innovation qu'on doit partir du principe qu'on n'y comprend rien et qu'il faut faire confiance aux dirigeants d'entreprise. Ça reste quand même, à la fin de la journée, quelque chose qui est censé vous apporter de la valeur et que vous allez payer.
Donc, si je me mettais du côté start-up, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes, je ne sais pas si elles sont dans la salle, vendre une solution, ça ne veut pas dire mentir. Et ça, j'insiste vraiment dessus, parce que malheureusement, c'est un peu la norme. Il faut savoir rester soi-même, il faut savoir illustrer avec des exemples concrets, et la démo produit ou des témoignages clients, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est juste le sujet. Et ensuite, savoir chiffrer l'historique et la phase de déploiement, combien ça va coûter pour le client. Côté commerçant, finalement, retailer ou e-retailer, pour travailler en fait avec, comme je vous le disais, avec une quarantaine d'acteurs de la distribution, la réalité et la difficulté, c'est que souvent, ces acteurs ne savent pas, ou vous ne savez pas toujours exactement ce que vous voulez. Vous voulez innover, vous avez des sujets, mais quand on gratte un petit peu, ce qui est important, c'est de savoir définir ses attentes et les objectifs qu'on a derrière lorsqu'on va travailler avec telle ou telle solution. Et ces objectifs, en général, ils doivent être définis de manière conjointe et commune, pour être sûr d'être raccord et d'avoir des alignements d'intérêts. Le calendrier est clé. Définir un calendrier de déploiement, ne serait-ce qu'un POC, donc une preuve de concept sur 2 mois, il n'y a pas de sujet. Enfin, je veux dire, c'est très rare que ça existe. Donc, c'est d'avoir des calendriers réalistes qui ne font pas de fausses promesses finalement aux sociétés avec lesquelles vous travaillez. Puis ensuite, la dernière règle, c'est tester vite pour stopper vite. Vous pouvez partir dans une mauvaise direction, vous rendre compte que ça ne correspond pas du tout à vos besoins. Vous l'avez fait vite, ça vous a coûté peu, au moins vous aurez fait le test. Mais la réalité, c'est que souvent, vous aurez mis le doigt dedans et vous comprendrez en tout cas que ça vous apporte de la valeur. Et si vous avez correctement sélectionné en amont, vous ne serez pas déçu. Juste la dernière règle, c'est gare au mirage. Sur les startups, je mettais gare au syndrome du POC, c'est-à-dire qu'on a eu notamment sur les plus grandes entreprises du domaine de la distribution un effet de communication massif. Je parlais des startups qui communiquent beaucoup, c'est vrai aussi dans le secteur de la distribution, sur des effets d'annonce qui ne sont pas forcément réels derrière, et puis beaucoup d'entreprises avec des budgets relativement importants à l'innovation qui innovent pour innover. Ça, pour les startups, c'est tomber dans le piège. Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans le piège côté retailer par rapport aux promesses, ou parfois aux fausses promesses que certaines entreprises peuvent vous faire. C'est ma dernière slide. Je terminerai du coup avec celle-ci, qui sont juste 4 principes que vous pouvez appliquer finalement dans n'importe quel secteur d'activité ou dans n'importe quel cas de figure. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Des croissances infinies et des gens qui ont le vent dans le dos et où tout se passe bien, n'exagérons pas. La vraie vie, c'est pas ça. La plus-value se fait à l'achat. Faut acheter au bon prix. Ça, pas de souci dans le secteur de la distribution. J'ai pas de conseils à vous donner. Vous connaissez parfaitement le sujet. Ne pas prendre un marteau pour écraser une mouche, c'est pas parce que c'est innovant, c'est pas parce que c'est digital, c'est pas parce qu'il y a des jeunes dirigeants sympas que ça va tout révolutionner chez vous et que ça va changer vos problèmes. J'en reviens à gare au mirage. Et le pire n'est jamais certain, c'est jamais simple de déployer. Mais ça, c'est valable avec SAP ou Oracle, pour ceux qui ont peut-être connu ça il y a quelques années. C'est pareil aujourd'hui, ça prend du temps. Des projets informatiques, ça prend du temps à déployer. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'investissement dans la retail? Personne n'est en phase de levée de fonds potentiellement dans la salle? On sait que les logos ne sont pas là parce qu'il y a des noms que je connais. Moi, j'avais peut-être juste une question sur la dimension internationale, parce qu'effectivement, les frontières n'existent plus dans l'univers du commerce et du retail, donc a fortiori. Donc, quelle part l'aspect international doit-il prendre dans un dossier? Est-ce que ça doit forcément être implantation mondiale d'une solution? Est-ce que vous pouvez privilégier une solution ou un retailer qui fonctionne très très bien au Brésil, mais qui soit complètement absent en France, par exemple? Nous, on a un focus de prendre des entreprises françaises, mais françaises ne veut pas dire qu'elles se développent uniquement en France. On part du principe que la France est un superbe territoire pour tester des innovations. On est quand même une terre de retail. Alors le barycentre est plutôt en général est plutôt au nord de la France, plutôt du côté de Lille, mais on a une terre absolument fantastique, en tout cas pour les entreprises innovantes, pour tester les solutions. Donc il y a un nombre de retailers relativement important qui permet de commencer à tester. Maintenant, une entreprise qui se satisferait de son marché domestique, nous on n'ira pas. Le marché reste quand même d'une taille modeste, mais on a une force dans le marché de retail, c'est que globalement
80% des gros acteurs du domaine de la distribution sont tous implantés à l'international. Et le chiffre moyen que j'ai en tête, c'est dans 10 pays en moyenne, sur ces 80% des plus grosses enseignes. Donc mécaniquement, une entreprise française qui a commencé à faire ses preuves de concept dans une entreprise française, donc chez un retailer français, pourra devenir très vite à l'international quand elle est en phase de déploiement, quand elle va commencer à couvrir un nombre de magasins plus important. L'international aujourd'hui est important. En revanche, la société qui a tout développé en France, qui va décider d'un seul coup de venir s'installer aux États-Unis ou dans un autre pays d'ailleurs, en ouvrant un bureau, en recrutant des personnes, on ne fera pas. On connaît parfaitement ces sujets d'internationalisation, c'est hyper casse-gueule. Pour être tout à fait franc, ça consomme énormément d'argent et ça marche quasiment dans aucun des cas. Pour démarrer dans un pays, il faut une référence client. Merci pour ma question. Pas d'autres questions? On peut vous applaudir et vous remercier. Merci beaucoup Laurent Forey de Spring Invest.